Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'Université d'Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors. Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les deux réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas une, mais 11 fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques? Elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoire d'homme, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nulos. Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant. Mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Et oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Polland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Polland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines, à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-tremblements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle, des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non. La pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins 3 super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert 2 autres super-éruptions jusqu'alors inconnues, qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien, jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate.
Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celles-ci étaient remplies d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps. Et la Terre, au-dessus du système volcanique, s'élevait presque imperceptiblement. Un an avant sa super éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du supervolcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds. Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au bord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre, qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Gray's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque 1 mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de sitôt. Et on a déjà bien assez d'autres choses à gérer. En avril 2025, les géologues sont retournés pour leur première mission de l'année au Norris Geyser Basin. Ils effectuèrent leur inspection habituelle quand ils ont soudain constaté qu'un élément du paysage ne correspondait plus à ce qu'ils avaient observé auparavant.
À la place d'un sol monotone, s'ouvrait désormais une large cavité d'environ 4 mètres, emplie d'une eau laiteuse aux nuances bleu pâle. L'inquiétude les a aussitôt gagnés. Ils se demandaient si ce phénomène n'était pas le signe que le supervolcan de Yellowstone se préparait à entrer en éruption. Un tel événement représenterait une véritable catastrophe, capable de raser des villes entières, et selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les effets de cette éruption se feraient sentir dans le monde entier. Les régions proches subiraient des coulées pyroclastiques, ce mélange extrêmement dense de gaz volcaniques, de cendres, de pierres ponces et de blocs de lave. Rien ne résisterait à leur passage et l'éruption du Yellowstone les projetterait jusque dans le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Les zones plus éloignées échapperaient à ces coulées dévastatrices, mais elles subiraient de lourdes retombées de cendres, particulièrement abondantes dans les États situés près de la zone d'émission. Ces particules représenteraient un grave danger pour quiconque les respire, et leur accumulation pèserait suffisamment pour étouffer les cultures ou provoquer l'effondrement des bâtiments. Les conséquences seraient innombrables, et nous y reviendrons plus tard, car peu après la découverte, ce gouffre singulier prit de court même les spécialistes. Les géologues ont découvert des roches projetées en tous sens, dont certaines atteignaient près de 30 cm de diamètre, toutes couvertes d'une boue grisâtre, identique à celle qui recouvrait les parois de la nouvelle source. Le site donnait l'impression d'avoir explosé, sans que personne n'en ait été témoin. L'équipe a donc consulté d'anciennes images satellites pour en dater l'apparition. En décembre 2024, le sol était intact. Le 6 janvier 2025, une légère dépression s'esquissait. Et le 13 février, le trou rempli d'eau était déjà formé. Ce qui restait troublant, c'est que les capteurs chargés de détecter les explosions hydrothermales majeures n'avaient relevé aucune activité. Aucun souffle puissant, ni signe annonciateur. On a plus tard établi que cette ouverture déroutante n'était pas née d'une seule et vaste détonation, mais d'une succession de petites explosions échelonnées dans le temps. Ces décharges avaient d'abord expulsé des roches, puis de la boue, façonnant peu à peu le cratère, lequel s'était ensuite rempli d'une eau chargée en silice. Cette conclusion représentait un profond soulagement. Yellowstone repose sur un supervolcan dont les grandes éruptions représentent un scénario redouté. Par bonheur, il ne s'agissait là que d'un phénomène modeste, lentement accumulé, spectaculaire certes mais parfaitement maîtrisable. Le parc national abonde en geysers, sources chaudes et paysages naturels variés, mais sous la surface règnent des forces d'une intensité extrême, toutes liées à ce supervolcan. Les supervolcans se caractérisent par une taille exceptionnelle et, le plus souvent, par l'absence de cônes, puisqu'ils correspondent au reste de gigantesques chambres magmatiques dont l'embrasement ancien a laissé derrière lui une caldeira. Ils se situent généralement au-dessus de points chauds et il n'est guère surprenant qu'ils puissent engendrer de véritables super-éruptions capables de projeter dans l'atmosphère plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz brûlants. 4 événements de cette ampleur suffiraient à remplir entièrement le Grand Canyon. Les supervolcans se forment lorsque des volumes considérables de magma incandescent s'échappent des profondeurs. Ce magma, bien qu'il remonte vers la surface, ne peut franchir la croûte terrestre, si bien qu'une masse bouillonnante s'accumule à quelques kilomètres seulement, sous une pression toujours croissante. Et c'est alors que, boum, survient la super-éruption. En 2015, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont cartographié la chambre magmatique principale du supervolcan de Yellowstone et ont été stupéfaits par sa taille. Ils ont ensuite découvert une seconde chambre juste en dessous. Ensemble, ces réservoirs souterrains pourraient recontenir suffisamment de roches en fusion pour remplir 11 fois le Grand Canyon. Toute cette masse magmatique exerce une pression vers la surface, expliquant que le sol de Yellowstone s'élève de 3 à 5 cm chaque année. Ce soulèvement, lent mais constant, pourrait paraître anodin, mais combiné au fait que Yellowstone demeure un volcan actif, avec un indice d'explosivité volcanique de 8, il incite à s'interroger sur les conséquences potentielles d'un scénario catastrophe. En effet, ces dernières années, le site a montré une certaine agitation. En mars 2023, 354 tremblements de terre ont été enregistrés, dont le plus puissant atteignait une magnitude de 3,7, dans le cadre d'une série de 106 secousses. Avant de céder à la panique,
Les experts de l'Observatoire du volcan de Yellowstone assurent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Aucune éruption n'est imminente. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis, et le fait que Yellowstone n'ait pas éclaté depuis longtemps ne signifie nullement qu'une explosion soit sur le point de survenir. Pour l'instant, le parc demeure stable, mais les scientifiques surveillent attentivement tout ce qui se passe sous terre. Séismes, soulèvement du sol et variations de température. Par souci de précaution. Le panache de magma en fusion qui forme le point chaud sous Yellowstone bouillonne depuis 17 millions d'années. La lente progression de la croûte terrestre au-dessus a laissé une traînée de volcans s'étendant sur plus de 720 km le long de la plaine de la Snake River, la plupart désormais recouverts de couches successives de lave et de sédiments. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, Yellowstone a déclenché 3 éruptions cataclysmiques d'une ampleur telle qu'elles ont remodelé le paysage. Chacune projeta des coulées pyroclastiques, rivières de roches brûlantes, de cendres et de pierres ponces, sur plusieurs kilomètres. Les débris s'accumulèrent en couches épaisses, certaines se solidifiant en roches semblables à de la lave. Lorsque ces éruptions vidèrent les chambres magmatiques souterraines, le toit s'effondra, formant les gigantesques calderas que nous observons aujourd'hui. Même après ces méga-éruptions, Yellowstone poursuivit son activité. Entre 180 000 et 70 000 ans avant notre ère, d'énormes coulées de lave rhyolitique, atteignant parfois plus de 600 km3, se déversèrent. Certaines suivirent des lignes de fissures orientées nord-sud. La coulée de West Yellowstone se manifesta il y a environ 110 000 ans, tandis que celle de Neperse Creek remonte à 160 000 ans. Depuis Madison Junction, sur le rebord nord-ouest de la caldeira, on peut observer une falaise formée lorsque l'éruption du tuf de Lava Creek provoqua l'effondrement du terrain il y a 640 000 ans. À l'intérieur de la caldeira, les coulées de lave durcie serpentent à travers le sol, témoignant de ces épisodes. Déterminer quand un supervolcan pourrait entrer en éruption revient à lire les signaux que nous envoie la nature. Des milliers d'années avant une éruption massive, la chaleur souterraine s'accumule, et les chambres magmatiques deviennent comme des cocottes minutes sous pression. De petits signes apparaissent. Des bulles de gaz s'échappent, des tremblements de terre secouent le sol. Le terrain s'élève lentement, des fissures se forment, et les sources thermales ainsi que les geysers deviennent plus actifs. Que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption? Les coulées pyroclastiques dont nous avons parlé se composent généralement de 2 éléments. Un flux inférieur de lave brûlante, se déplaçant au niveau du sol, et un nuage de cendres le suivant au-dessus. Ensemble, ils dévasteraient de vastes régions. Les cendres pourraient même atteindre l'Europe en 3 à 4 jours, mais l'impact y serait relativement modéré comparé aux zones les plus proches de l'épicentre. Après cela, il ne faudrait guère plus de 2 à 3 semaines pour que des températures plus fraîches s'installent à l'échelle mondiale, en raison des gaz sulfurés qui atteindraient l'atmosphère supérieure suite à l'éruption. Les scientifiques estiment que la température planétaire pourrait chuter de 10 à 12 degrés. Et ces effets perdureraient de 6 à 10 ans, interrompant les moussons et provoquant potentiellement une famine étendue en Asie. Vous êtes inquiets? Rassurez-vous, les experts ne pensent pas que le géant endormi sous le parc de Yellowstone se réveillera de notre vivant. Selon eux, la prochaine éruption surviendrait probablement dans plusieurs centaines de milliers d'années, et même alors, elle pourrait être relativement modérée, car le magma de Yellowstone est en réalité réparti entre 4 chambres distinctes. De surcroît, certains réservoirs de magma risquent de refroidir et de se solidifier, réduisant ainsi les probabilités d'éruption. Ainsi, bien qu'un événement de cette ampleur puisse profondément altérer notre monde, il demeure très improbable qu'une éruption se produise dans un avenir proche. En route vers le Moyen-Orient, il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère Darvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du
gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère. Et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours, et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de L'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée. Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure. Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié 5 types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareil photo très puissant. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liés au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe. Certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Cette théorie est tentante, mais elle doit être écartée aussi. L'une des théories les plus acceptées est que cela pourrait provenir de l'électricité qui remonte du sous-sol. Lorsque les roches ignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, subissent des contraintes, elles libèrent de l'oxygène ionisé, ou chargé électriquement. Il traverse la surface et monte dans l'atmosphère, où il crée un champ électrique localisé. Cela peut produire de brefs éclairs de lumière visibles. Certains ne sont même pas si rapides et peuvent durer plusieurs minutes. Maintenant, imagine que tu as roulé pendant des heures dans la nuit. Tu n'as pas eu l'occasion de te reposer, si bien que ton attention ne tient qu'à un fil. Tu t'arrêtes et sors pour te dégourdir les jambes. Puis tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre soleil n'a pas été déchiré en 3 morceaux.
il n'a pas non plus été visité par 2 autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parélie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées. Les petits cristaux de glace dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du Soleil. Il est même possible de voir un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée, tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors, le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire. Alors que tu regardes l'horizon, l'aube pointe et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques minutes, il fait de nouveau nuit. Et seulement 1 minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les 3 soleils. Seulement maintenant, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans des cristaux de glace dans le ciel qui est apparu. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure, et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-ci... waouh, on dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, c'est juste un nuage de type Mammatus. Leur forme leur donne vraiment l'air de morceaux de nuages sur le point de tomber au sol. Ça ne devrait pas arriver, mais tu ferais quand même bien de commencer à chercher un abri. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide avec des cristaux de glace en altitude et de l'air sec dans les basses couches pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches. Et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ce nuage géant ressemble à un dôme qui va recouvrir une ville entière. Et c'est exactement ce qui se passe. Un énorme nuage recouvre une vaste zone et y déverse ensuite une pluie abondante. Parfois, l'avant d'un tel nuage prend une forme bizarre, comme sur ces photos. Il ressemble à des spaghettis ou à des vers géants. Ce phénomène s'observe surtout en Australie et il s'appelle Morning Glory. Il se produit parce qu'un vent fort tord des parties du nuage des 2 côtés. Et alors, l'énorme masse nuageuse se divise en bandes épaisses. Parfois, tu peux voir dans le ciel un nuage constitué de milliers d'oiseaux. Il bouge rapidement et change de forme. Il devient plus transparent, puis plus dense et plus sombre à nouveau. Les oiseaux semblent participer à une sorte de danse, mais ils ne le font pas pour les foules de spectateurs rassemblés en bas. Ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en un tel nuage, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une seule cible parmi le nombre infini d'oiseaux. De plus, ils se déplacent rapidement, se couvrant les uns les autres. Les poissons se serrent les uns contre les autres en banc de la même manière. Un tel nuage peut effrayer un prédateur affamé. Prends des lunettes de soleil pour le suivant. Ce phénomène dure environ 40 minutes et ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent causer l'apparition d'un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. La nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Dans ce cas, essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable, comme celle qu'on peut observer en Arabie Saoudite. C'est comme les chutes du Niagara, sauf qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Les locaux affirment que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici.
Qu'est-ce que ce machin fait là, littéralement au milieu de nulle part? Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air.
Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum, et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet pouet les petits canards! Alors, tu remarques quelque chose de bizarre? Récemment, il y a eu des changements alarmants dans les niveaux d'eau de différentes parties du lac Yellowstone. En même temps, le niveau de l'eau peut monter d'un côté du lac et baisser de l'autre. Oh! On dirait que le bassin du lac est soulevé par des forces souterraines.
Cela peut-il être le signe d'une catastrophe imminente? Geysers, mares de boue et sources chaudes transforment le parc national de Yellowstone en un monde extraterrestre. Et toutes ces merveilles sont alimentées par un puissant supervolcan. Les supervolcans produisent des super-éruptions. Lorsque cela se produit, ils projettent dans l'air plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz chaud. Pour mieux l'imaginer, 4 super-éruptions pourraient remplir le Grand Canyon à ras-bord. On pense que le géant de Yellowstone est responsable d'au moins 3 énormes éruptions et d'innombrables autres plus petites. Dans cette région, les dépôts volcaniques sont dispersés sur des dizaines de milliers de kilomètres. Les scientifiques pensaient qu'ils avaient été créés par de nombreuses éruptions de faible intensité. Mais après avoir approfondi leurs recherches, les experts ont découvert que ces dépôts avaient été laissés par 2 super-éruptions inconnues jusqu'alors. Celles-ci ont probablement eu lieu il y a environ 8,7 à 9 millions d'années. Cette découverte signifie que la zone entourant le volcan de Yellowstone était confrontée à une super-éruption tous les demi-millions d'années. Mais au cours des 3 derniers millions d'années, le point chaud n'a connu que 2 super-éruptions. Cela laisse croire aux scientifiques que ces événements catastrophiques ralentissent. Ou peut-être que l'un d'entre eux est en retard. Quoi qu'il en soit, si le supervolcan de Yellowstone explosait avec autant de puissance qu'il y a 2,1 millions d'années, il cracherait plus de 2450 km3 de lave en fusion. C'est plus de 4500 fois le volume de la baie de Sydney. Cela fait beaucoup de lave. Que cela se produise ou non est une autre question. Il ne fait aucun doute qu'il se passe quelque chose avec ce volcan. Les changements de niveau d'eau dans le lac Yellowstone signifient que la caldeira se soulève sous la surface. Et la caldeira est ce qu'il reste après l'éruption et l'effondrement d'un volcan. La caldeira de Yellowstone ne se contente pas de monter, créant une élévation en forme de dôme. Elle se déplace également de haut en bas dans une sorte de mouvement de respiration. C'est peut-être parce que le magma s'infiltre dans la croûte ou parce que ce magma réchauffe le système hydrothermal de Yellowstone, le faisant se dilater et soulever la croûte. Yellowstone a le statut de volcan actif. Son indice d'explosivité volcanique est de 8 sur 10. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, ce serait un événement apocalyptique. Juste avant la catastrophe, le sol autour du parc national se soulèverait. Les bassins géothermiques et les geysers atteindraient des températures bouillantes et deviendraient plus acides que d'habitude. Le magma commencerait à monter vers la surface. À un moment donné, le toit rocheux de la chambre magmatique ne pourrait plus résister et l'explosion se produirait. Une colonne massive de lave et de cendres s'élèverait à une hauteur de plus de 26 km. Après cela, le volcan continuerait de pomper des cendres pendant des jours. Le mélange de lave, de cendres et de gaz excéderait les 1000 degrés Celsius. Il se déplacerait à travers la région à une vitesse de 483 km/h, plus vite qu'une voiture de course. L'air près du centre de l'éruption s'échaufferait alors jusqu'à 300 degrés Celsius. L'une des conséquences les plus dangereuses serait les retombées de cendres. Les cendres volcaniques peuvent se transformer en ciment vitreux seulement quelques secondes après avoir été inhalées et être entrées dans les poumons. Les gens et les animaux auraient des problèmes pour respirer. Bon, oui, c'est un euphémisme. Les bâtiments commenceraient à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il ne faudrait que quelques jours pour qu'une couche de cendres de 3 mètres recouvre un territoire d'environ 80 km autour du centre de l'éruption. Une fois que les cendres auraient atteint la stratosphère, les températures commenceraient à baisser partout dans le monde. Si l'éruption était riche en soufre, un écran solaire efficace, il ferait tellement froid qu'il n'y aurait pas d'été dans le monde entier pendant les années à venir. Les saisons des moussons changeraient. L'agriculture serait confrontée à de graves problèmes. Il y aurait des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Au cours des 50 dernières années, la caldeira de Yellowstone s'est élevée de près d'1 mètre. Cela ne devrait pas t'alarmer pour autant. Les experts sont certains qu'il s'agit d'un comportement naturel pour Yellowstone. Les périodes d'élévation en forme de dôme sont suivies d'un abaissement de la caldeira. Les scientifiques pensent que le supervolcan ne présente aucun danger pour le moment. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Dans le cas de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. La probabilité d'une éruption est donc d'1 sur 730 000. Ça devrait aller du coup. Mieux encore, une étude récente a amené les chercheurs à penser que ce point chaud pourrait être actuellement en déclin.
Et ce, malgré toute l'activité de respiration et d'élévation de dôme. Pourtant, il y a eu des tas de discussions sur ce que les gens pouvaient faire pour empêcher cette super éruption désastreuse de se produire. L'idée la plus populaire, et apparemment la plus efficace, était de refroidir le supervolcan de Yellowstone. Malheureusement, il y a un hic. Le volcan ne laisse échapper que 70% de la chaleur qui provient de ses chambres remplies de magma. Mais le reste de la chaleur reste à l'intérieur. Dès qu'elle atteint un certain seuil, le volcan entre en éruption. S'il était possible d'extraire au moins 35% de la chaleur du volcan de Yellowstone, l'éruption pourrait être évitée. Plus le magma est froid, plus il devient épais et collant. Il cesse d'être aussi fluide et n'essaie plus de remonter à la surface. Après avoir considéré ces faits, les scientifiques de la NASA ont proposé un plan. Ils ont suggéré de forer un puits d'environ 10 km de profondeur et d'y pomper de l'eau froide sous pression. La température de l'eau qui remonterait à la surface serait d'environ 350 degrés Celsius. De cette façon, la chaleur serait progressivement extraite du volcan. Et si une centrale géothermique était construite sur le site, elle produirait beaucoup d'énergie électrique. Elle serait très simple à produire et son prix serait très attractif, environ 10 centimes par kilowattheure. À première vue, c'était une idée formidable, mais quelques temps plus tard, elle a commencé à faire l'objet de nombreuses critiques. Imagine un forage dans la croûte terrestre de plus en plus profond, et puis, bam, tu tombes sur une poche hypothermique. Oh non, prépare-toi pour une catastrophe. Cela peut libérer des gaz susceptibles de provoquer une série d'explosions surpuissantes. Dans le pire des cas, cela peut même déclencher une éruption volcanique à grande échelle. Tu connais déjà ses conséquences catastrophiques, des fontaines de lave et des avalanches de roches en fusion, allant jusqu'à des changements climatiques dans le monde entier. Oui, ça fait pas tellement envie. Ou alors, mettons que tu sois en train de forer un puits pour amener de l'eau froide au volcan. Et là, tu touches accidentellement sa chambre magmatique. Dans ce cas, au lieu de refroidir le géant, tu vas rendre le sommet de la chambre magmatique beaucoup plus fragile qu'il ne l'était. Et l'ensemble de la construction risque de s'effondrer à tout moment. Et n'oublie pas que ton forage peut aussi libérer des gaz toxiques. Ils s'accumulent souvent au sommet du réservoir rempli de magma. Cela pourrait-il être pire ? Eh bien, oui. De plus, s'étendrait sur plus de 16 000 ans. Cette méthode est probablement trop risquée pour refroidir le volcan aussi vite que les gens le souhaiteraient. Et les scientifiques ne sont même pas sûrs à 100% qu'une fois la construction du système de refroidissement terminée, le volcan resterait froid pendant au moins 100 ans. Enfin, le projet visant à refroidir un peu plus le supervolcan de Yellowstone coûterait la somme astronomique de 3,5 milliards de dollars. Un prix colossal pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner du tout. À propos, Yellowstone n'est pas le seul volcan dont le dôme de lave se soulève en ce moment. Les dômes de lave sont créés lorsque le magma atteint la surface et s'accumule autour de la cheminée. Les scientifiques en ont trouvé un à l'intérieur d'un volcan sous-marin au Japon. Ce dôme fait plus de 610 mètres de haut et plus de 10 km de large. Même si le supervolcan japonais semble endormi, les experts ne baissent pas leur garde. Un système volcanique peut passer d'un état calme et docile au bord de l'éruption en un clin d'œil. Un autre dôme massif se développe dans les Andes centrales, au sommet de la plus grande réserve de magma actif de la planète. Le plateau de l'Altiplano Puna, où le dôme a été découvert, est le deuxième plateau le plus élevé du monde. Et le dôme lui-même fait 1 km de haut. Tu pourrais te demander comment il se fait que les experts n'aient rien su de cette énorme élévation jusqu'à récemment. La réponse est simple, elle était cachée au sein du plateau même. C'est une région aride, parsemée de volcans, et elle s'étend sur des milliers de kilomètres. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se parent alors de violet, de blanc, de vert et de rose. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable, comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau.
Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les rondes sorcières, aussi connues sous le nom de cercles des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Hesdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleur blanche, jaune et rouge flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée. D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo. Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère? La grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque des ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cet air est toxique. Mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes. Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas? Regarde ces arbres, ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. À l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ses racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit.
Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parélie, ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. De petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. Plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée, un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever, puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement 1 minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les 3 soleils, sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant 3 étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là. Il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque 2 fois plus grande que le Soleil, avec 2 petites étoiles en orbite autour d'elle. Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec 3 étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid, combinées aux dernières précipitations, avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas? Des chameaux de neige? Il faut 1 ou 2 bosses. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque 2 courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible.
pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le Soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque 2 systèmes de vagues se propageant dans 2 directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques.
un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. L'arc-en-ciel liquide, ou rivière aux 5 couleurs, se trouve à la Macarena, en Colombie. Là, tu peux admirer les eaux rouges, jaunes, vertes et violettes de la rivière. Et la couleur dépend des conditions lumineuses. La Macarenia clavigera, une plante aquatique, est responsable de ce magnifique phénomène naturel. Elle s'accroche aux rochers qui se trouvent dans le lit de la rivière et lui donne cette teinte si particulière. Le fait que l'eau soit si claire participe aussi au phénomène, puisqu'il n'y a presque pas de nutriments ou d'autres microparticules. L'endroit le plus chaud de la Terre et le point le plus bas de toute l'Amérique du Nord s'appelle la Vallée de la Mort. Si tu y vas un jour, tu pourras être surpris et penser que tu es soudainement entouré de glace. Mais ce n'est pas de l'eau gelée, c'est bel et bien du sel. Lorsque la pluie se mélange aux minéraux, elle dissout la couche externe des roches qui entourent la zone. Et lorsque l'eau s'évapore, il ne reste que le sel. Ce paysage surréaliste devient encore plus saisissant lorsque tu vois les dunes. Elles ne représentent qu'une partie de la Vallée de la Mort, mais font partie des panoramas les plus mémorables, certains s'élevant jusqu'à plus de 200 mètres de haut. Si tu te trouves un jour au sommet des dunes, tu auras peut-être la chance de découvrir l'une des plus étranges merveilles du désert, le sable chantant. Il s'avère qu'on n'a pas encore totalement compris ce phénomène. Une explication pourrait être que le sable qui glisse sur les dunes crée ce son, à cause de la friction entre ses grains. En l'écoutant, on a l'impression qu'un avion vole au loin. C'est l'un des rares endroits sur Terre, avec le désert du Namib en Afrique australe ou les sables aboyeurs d'Hawaï, où le sable fait un bruit si fort qu'il peut être entendu par les visiteurs. Les lumières de tremblement de terre peuvent apparaître avant, pendant ou immédiatement après un séisme. Ces lumières blanches et bleues ne durent généralement que quelques secondes. Mais tu peux aussi parfois en voir certaines plus longues, mais très rares, qui durent 10 minutes. Il est difficile d'étudier ce phénomène naturel car les lumières de tremblement de terre semblent apparaître à différentes distances de l'épicentre du séisme. Parfois directement au-dessus de lui, d'autres fois jusqu'à 400 km de distance. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ne se produisent que lorsque le tremblement de terre est suffisamment fort, une valeur de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Cela pourrait avoir un lien avec la libération d'oxygène ionisé par la rupture de certains types de pierres. Le phénomène suivant s'appelle les lumières d'Esdalen et ne se produit que sur une petite parcelle de terre en Norvège. Elles ont été remarquées pour la première fois dans les années 1930. Elles semblent soit flotter au-dessus de la vallée, soit se mouvoir à grande vitesse, ne durant que quelques secondes. Ce sont des taches multicolores, jaunes, blancs et rouges. En moyenne, les gens y assistent entre 10 et 20 fois par an. L'élément rare, appelé scandium, pourrait être responsable de ce phénomène étrange. Les lumières d'Esdalen pourraient être l'effet de sa combustion avec ses dépôts d'hydrogène, d'oxygène et de sodium. Le phénomène solaire suivant donne l'impression que les objets verticaux n'ont pas d'ombre en plein jour. Pour que cela se produise, le Soleil doit être à un angle de 90 degrés, directement au-dessus de notre planète. On l'appelle Lahainanun, qui se traduit par « soleil cruel » en hawaïen. Pour le voir, tu devras te rendre à une latitude proche de 0 degré, par exemple à Singapour, au Nicaragua et dans certaines parties des Philippines. Dans l'un de ces endroits, tu pourras profiter de ce phénomène de Lahainanun jusqu'à 2 fois par an. 2 fois par mois, on peut voir un reflet clair du ciel dans les eaux de la plage de Sasaran à Kuala Lumpur.
C'est parce que les marées sont les plus basses pendant les jours de nouvelle lune et de pleine lune. Une fine couche d'eau recouvre le sable lisse et lui donne l'apparence d'un miroir. Les habitants l'appellent le miroir du ciel, et c'est un endroit idéal pour prendre des photos qui ont presque l'air d'avoir été photoshopées. Le désert du Namib, en Namibie, ne ressemble à aucun autre. D'étranges taches circulaires s'étendent sur tout le Namib, sur une superficie d'environ 4000 km². Elles sont aussi surnommées les cercles de fées, et le phénomène mystérieux qui les provoque a été découvert il y a quelques années, en 2017. Pour commencer, comme il y a peu d'eau dans le désert, les plantes se disputent la nourriture et finissent par disparaître. C'est de là que viennent les taches. Mais ensuite, ces taches sont envahies par les termites, si bien que rien ne peut repousser dans la même zone. Les flancs de la montagne du parc géologique national de Zhangye Danxia en Chine est connu pour ses éclats d'arc-en-ciel en ligne droite épaisse. Les roches ici sont également lisses, escarpées et hautes de plusieurs centaines de mètres. Ces couleurs sont dues à des dépôts de grès et d'autres minéraux datant de plus de 24 millions d'années. Le vent et d'autres conditions météorologiques ont sculpté ces formes étonnantes au fil du temps, leur donnant des couleurs, des tailles et des motifs variés. Pour préserver le lieu, les touristes ne sont pas autorisés à grimper directement sur les rochers. Sous les eaux gelées du lac Abraham, en Alberta, tu pourras repérer des objets bizarres sous la glace qui ressemblent à des méduses gelées. Ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées, c'est-à-dire des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau et qui sont restées coincées là après que les lacs se soient transformés en glace. Elles sont formées lorsque des feuilles ou de l'herbe tombent dans l'eau et sont mangées par des bactéries, qui les transforment en méthane. C'est très joli à regarder, mais dangereux, car elles sont facilement inflammables. Lorsque les températures augmentent en printemps, la glace fond, et ces bulles de gaz éclatent et pétillent. C'est assez spectaculaire, mais souviens-toi de ne pas avoir de source de feu à proximité. Les scientifiques ont trouvé ces types de bulles de méthane sur plus de 900 mètres de long. Le rocher de Kierak-Bolten s'est retrouvé piégé entre deux parois de roche pendant l'alternance de la fonte des glaciers norvégiens et l'inondation des vallées. C'est devenu un lieu de randonnée populaire et une star d'Instagram. Il se trouve d'ailleurs à plus de 1000 mètres d'altitude. Ces nuages sont appelés nuages lenticulaires et ils créent une magnifique illusion. On dirait en effet que les montagnes portent des chapeaux blancs et duveteux. Ces nuages sont plus fréquents là où de forts vents humides soufflent sur des terrains accidentés. Le mont Fuji est célèbre pour ses nuages lenticulaires, mais on peut aussi en voir sur le mont Rainier dans l'état de Washington et sur le mont Errigal en Irlande. Cette forêt de pointes de calcaire géantes s'appelle Tsingy, un mot malgache qui se traduit par « aiguille ». Pour voir les formations en forme de forêt d'éperon de ce parc national, un pont a été installé à un endroit où les touristes peuvent le traverser. Couvrant plus de 1500 km², cette forêt est composée de pinacles rocheux atteignant jusqu'à 60 mètres de haut. Pendant la saison froide, le Letchworth State Park dans l'État de New York, parfois surnommé le Grand Canyon de l'Est, voit aussi de curieux phénomènes se produire. L'eau d'une fontaine naturelle alimentée par une source gèle en plein vol, formant un volcan de glace pointu. Il grandit aussi au fil de l'hiver, atteignant parfois une hauteur de 15 mètres. Le Seleni cereus grandiflorus. Ce truc ressemble généralement à un cactus flétri. Mais lors d'une soirée d'été magique, cette plante mystérieuse fait apparaître des fleurs blanches au parfum de vanille. Malheureusement, cela ne dure que jusqu'au lendemain matin. Pour les amateurs de botanique, il existe une exposition annuelle au jardin botanique de Tohono-Chul de Tucson qui présente la plus grande collection de ces plantes. Mais l'exposition est assez difficile à organiser car la floraison ne peut être prédite que le jour où elle a lieu. Pour être témoin d'une chute d'eau rare et dorée, tu peux te rendre au parc national de Yosemite. Et plus précisément à la chute Horsetail. Planifie ton voyage en hiver ou au début du printemps. C'est le seul moment de l'année où ce phénomène étrange peut être observé. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil au crépuscule qui frappe la chute d'eau d'une manière si unique qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière de lave ou d'or. C'est la raison pour laquelle, à cette période de l'année, la cascade est aussi appelée chute de feu. Malheureusement, ce spectacle est de moins en moins visible au fil des ans à cause de la sécheresse. Imagine, tu es en train de regarder un volcan entrer en éruption, ce qui est déjà un spectacle assez effrayant en soi. Mais soudain, tu remarques des éclairs inquiétants qui illuminent le ciel au-dessus du volcan.
Cela fait passer le caractère cauchemardesque de l'expérience à un tout autre niveau. L'une des causes de ce phénomène est l'électricité statique, qui se produit lorsque des particules de cendres denses se frottent les unes aux autres, pas très haut au-dessus du sol. L'autre cause des éclairs volcaniques se trouve très haut au-dessus de la surface, près de la stratosphère, où des cristaux de glace en mouvement chaotique libèrent de puissantes décharges. Le Salar d'Uyuni donne parfois l'impression d'être un gigantesque miroir, mais il s'agit en fait d'un désert de sel plat de plus de 10 000 km². Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petits reliefs qui font moins de 3 cm de haut. La zone contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu y arrives au bon moment, certains des lacs voisins y déversent une fine pellicule d'eau, ce qui donne cette impression de miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. Et au fait, n'oublie pas de visiter le premier hôtel de sel du monde lors de ton passage. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne savent toujours pas l'expliquer. Ce pic coloré est difficile à atteindre, mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est un spectacle qui vaut tous les efforts. Cette chose qui ressemble à des soucoupes volantes gelées est en fait un ensemble de poches de méthane hautement inflammables et combustibles. Piégés sous l'eau, ils forment des paysages psychédéliques et des motifs étonnants. Typiques des lacs du Nord, comme le lac Abraham en Alberta, au Canada, ces bulles apparaissent lorsque des feuilles, des plantes et des animaux morts tombent dans l'eau et sont consommés par des bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Fin mars 2018, les habitants d'Europe de l'Est ont été témoins d'un événement aussi beau qu'effrayant. Des skieurs ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. À la fois perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une promenade sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que ce phénomène puisse paraître, il a une explication aussi simple que décevante. La responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable arrivée tout droit du désert du Sahara. Cette tempête a charrié des particules de poussière, de sable et de pollen qui ont coloré la neige en orange. Ce n'est pas un phénomène naturel isolé. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre l'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont vécu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps. Et c'était une vague de chaleur. Oui, en février. En fait, il s'agissait de la vague de chaleur hivernale la plus impressionnante depuis que les relevés météorologiques officiels ont commencé dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg, dans le Maine, les gens enlevaient leurs manteaux alors que la température atteignait un surprenant 21 degrés Celsius. À Fitchburg, dans le Massachusetts, les habitants confus n'ont eu d'autre choix que de chausser leurs sandales lorsqu'ils ont vu la température extérieure, 27 degrés Celsius. La même chose s'est produite à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius, et à Wells, dans le Maine, où le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, alors qu'aucune ville ni aucun outil en métal n'existait, des artisans incroyablement habiles ont achevé le site de Göbekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, ou même ce qu'ils symbolisent. Un fait époustouflant concernant la Devil's Tower dans le Wyoming, aux États-Unis, est que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 264 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Ce morceau de pierre s'est simplement élevé au milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi élevé? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Le parc national des lacs de Plitvice est une attraction touristique majeure en Croatie et un site appartenant au patrimoine mondial, avec les nombreux animaux et plantes uniques qui s'y côtoient. Il ressemble à un décor de film, avec des chutes d'eau infinies qui coulent de toutes parts et des lacs limpides tout autour. Au milieu des années 1980, un plongeur sous-marin a découvert la structure sous-marine de Yonaguni au large des côtes du Japon. Les scientifiques sont persuadés que cet ensemble de reliefs est vieux de plusieurs milliers d'années, mais ils n'arrivent toujours pas à déterminer s'il est naturel ou artificiel. S'il s'avère qu'il s'agit d'une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment est-elle arrivée au fond de la mer? La formation de ces roches n'est pas le résultat du travail de quelques humains.
Elles ont été créées par des éruptions volcaniques intenses. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les roches de la chaussée des Géants, en Irlande, ont une forme si étrange. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour élever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent, de sorte que le fermier a dû payer une deuxième fois pour que le cheval blanc d'Alton Barnes soit achevé. En Islande, les chutes noires tirent leur nom des colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. Toute la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on observe dans certains de leurs célèbres bâtiments. Tu peux voir des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ressemblant à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs, des cristaux de glace inhabituels poussent sur le bois pourri. Malheureusement, cette beauté fond dès que le soleil se lève. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris ce qui crée les cheveux de glace. Et les responsables sont en fait des champignons. Ils permettent à la glace de former des cheveux très fins et l'aident à garder cette forme tout au long de la nuit. Lorsque ce type particulier de champignon n'est pas présent, au lieu de cheveux fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la poudre provenant des orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un feu de forêt qui ait déclenché un orage ? Un tel événement s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super incendie Mallard n'a pas seulement créé un nuage massif et dense, haut dans les airs. Sa chaleur a aussi provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons à 100 km de là, dans le comté de Wheeler. Carthage est le site le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur a répondu « Et pourquoi pas ?» Une autre copie de Stonehenge a été découverte au fond du lac Michigan en 2007. Il s'y trouve en effet un ensemble de rochers en cercle présentant des gravures de mastodontes. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret pour le public. Bonne chance pour le trouver. La baie d'Hudson, au Canada, est probablement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Et même les sceptiques sont obligés d'y croire, car la différence a été mesurée avec des équipements de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, non. La différence est infime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200%. Tu ne pourrais pas la ressentir même si tu y prêtais attention. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la couche de glace qui a recouvert la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Mais dans un avenir lointain, la gravité reviendra à la normale. En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest du Nil, où le désert du Sahara était plus aride que jamais. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il aurait pu y avoir une mer là où se trouve actuellement le Sahara. Ils ont donc mené une étude géologique de la zone, et cela a donné des résultats inattendus. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose d'énorme sous les sables, et cela ne faisait pas partie d'une mer. Pendant plusieurs mois, la recherche s'est poursuivie avec des équipements GPS sur le terrain et, plus tard, lorsque toutes les données au sol ont été recueillies, les scientifiques ont observé la zone depuis un satellite. La vue était stupéfiante. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert, avec un autre plus petit à proximité. Sur les rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts. Et maintenant, les chercheurs sont enfin en mesure de savoir pourquoi ils avaient choisi ces endroits pour vivre. Il y avait un lac aux proportions impressionnantes. Plus de 109 000 km² d'eau douce au total, soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles,
de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques.
Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur.